débute. 10.01, adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 4 juillet 2022. Je propose l'adoption. En fait, je vais déclarer la séance ouverte dans un premier temps, ce que je n'avais pas fait. Alors, pour les fins de l'enregistrement, il est 19 h. Je déclare la séance ouverte et je propose d'adopter l'ordre du jour appuyé par M. Posé. C'est adopté. 10.02, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 6 juin 2020. Je propose l'adoption du procès-verbal appuyé par ma collègue Erika Alnéus. C'est adopté. 10.03, point d'information. Oui, alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Quand même, assez nombreux pour un mois de juillet. On a déjà eu des affluences vraiment très minces à ce temps-ci de l'année. Et merci de nous suivre encore dans ce conseil itinérant. On a fait le choix comme administration de quitter la salle du conseil d'arrondissement pour se promener dans les quartiers. Puis c'est un choix qu'on ne regrette pas du tout jusqu'à là. C'est une expérience qui est vraiment fort concluante, qui permet de varier les lieux, les atmosphères, puis surtout de se rapprocher. On n'est plus sur une espèce de podium à 20 mètres de vous, là, régnant sur la plaine. On est là avec vous, puis c'est vraiment plus chaleureux. Je vais me permettre de présenter rapidement l'équipe ainsi que les gens qui nous accompagnent, puis ensuite on prendra un petit mot chaque élu pour vous dire bonjour. Alors, je suis François Lima, je suis le maire d'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. À ma gauche se trouve Josefina Blanco, conseillère du district de Saint-Édouard. Un peu plus à gauche se trouve... Oui, excuse-moi, Josefina. Non, c'est correct. Bonsoir, on va avoir un petit moment. On va avoir le temps de se parler. Voilà. Plus à ma gauche se trouve Jocelyn Posé, conseiller du district de Marie-Victorin. À ma droite, mais pas à droite, se trouve Erika Alnéus, conseillère du district d'Étienne-les-Marteaux. Bonsoir. Et à la table se trouve Daniel Lafont, directeur d'arrondissement. Je vais lui laisser le soin de présenter son équipe. Bien, merci, Monsieur le maire. Donc, ce soir, je suis accompagné de Mme Guylaine, juste à ma droite, Mme Guylaine Désiel, directrice au développement du territoire des études techniques. M. Martin Savaria, directeur de la culture, sport, loisirs, développement social. Mme Simone Bonenfant, directrice aux relations avec les citoyens, services administratifs et greffes. M. Hugo Napper, directeur des travaux publics. Ainsi que Catherine Rousseau, directrice à l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage. Juste face à nous, Arnaud Selland, secrétaire d'arrondissement, ainsi que le commandant Martel du SPVM. Alors, rapidement, un petit mot des élus. Bien, premièrement, c'est notre dernière séance de la saison. Alors, comme vous savez ou vous ne le savez pas, le conseil fait relâche au mois d'août. Alors, c'est la dernière séance avant les vacances estivales bien méritées. Pour nous, pour vous, on l'espère aussi. Et on va se revoir en septembre. Rapidement, simplement, si vous suivez nos réseaux sociaux, vous le savez un peu, nous revenons quelques-uns d'ici d'une mission à Strasbourg qui a été vraiment extraordinaire, qui a été extraordinairement profitable comme apprentissage et comme lien que nous avons tissé avec des élus et des élus là-bas. Ça a été des échanges incroyablement riches. Nous sommes allés là-bas essentiellement pour signer une initiative qui s'appelle le Pacte d'urbanisme pour la transition écologique. La maire de Strasbourg, Mme Jeanne Barsegan, a lancé ce pacte pour réunir tous les acteurs du développement, c'est-à-dire les promoteurs immobiliers, la société civile, les gens du communautaire, ainsi que la municipalité, pour s'entendre sur les grandes lignes du développement durable et la transition écologique dans la ville de Strasbourg et mobiliser les gens à participer ensemble au projet et à prendre le virage de la transition écologique. Et nous sommes devenus, naturellement, c'est un appui symbolique parce que le pacte s'adresse surtout aux gens qui développent le territoire sur la ville de Strasbourg et nous n'irons pas développer le territoire de la ville de Strasbourg, mais nous sommes allés signer le pacte et nous devenons ainsi, Rosemont-Petite-Patrie, la première administration municipale hors de France à appuyer cette démarche-là. Alors, ça a été un moment extraordinaire. On a aussi eu l'occasion d'aller s'adresser à l'intérieur des assises européennes, dans l'enceinte du Parlement européen, présenter des mesures en participation citoyenne et transition écologique de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Alors, si vous avez une ruelle verte en arrière de chez vous, peut-être qu'une des photos de votre ruelle s'est retrouvée dans l'enceinte du Parlement européen parce que c'était notre PowerPoint. Alors, ça a été une expérience extraordinaire. On a très hâte de recevoir à notre tour la délégation de Strasbourg qui sera parmi nous
la première semaine d'octobre. Excusez-moi, je déparle un peu, il est 1h du matin pour moi. Là. Et on a très, très hâte de les recevoir. Et d'ailleurs, on est très content, si vous êtes au conseil d'arrondissement du mois d'octobre, ils seront présents, car ils sont très intéressés à la formule des conseils d'arrondissement où le public peut poser des questions. C'est quelque chose qui est inusité pour eux. Et ça a vraiment piqué leur curiosité. Alors, on les invite à venir assister à une des séances du conseil d'arrondissement, probablement celle d'octobre. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à mes collègues. En commençant, je vais garder Mme Blanco pour la fin. Je vais commencer par mon collègue Jocelyn Posé. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Heureux de vous retrouver pour ce dernier conseil avant période estivale, même si on est déjà en plein dedans. Une belle température d'ailleurs aujourd'hui. Donc, je vais prendre un petit peu la parole. D'abord, pour vous souligner un bel événement qu'on a eu la semaine dernière dans le territoire montréalais, chez nos voisins de Viry-Saint-Michel Parc Extension, mais ça couvrait aussi le territoire de Rosemont-la-Petite-Patrie, parce qu'en fait, PME Montréal Centre-Est, qui est un acteur économique vraiment incontournable en termes de développement économique local, faisait une annonce importante la semaine dernière, et leur territoire qu'ils couvrent sont les arrondissements de Viry-Saint-Michel Parc Extension, Mercier-Schlager-Maisonneuve et aussi Rosemont-la-Petite-Patrie. Et dans le cadre de l'événement qu'ils tenaient à ce moment-là, ils ont annoncé un plan d'action concerté en développement économique local, où est-ce qu'ils ont annoncé quand même une somme importante de 2 millions de dollars pour du développement économique local, tant au niveau commercial qu'au niveau également des différents partenaires qui sont sur le territoire qu'ils desservent. Alors évidemment qu'avec la vision que notre administration a, tant au niveau montréalais qu'au niveau local, avoir un partenaire comme ça qui assure un leadership aussi fort que celui-là, c'est vraiment précieux pour nous, pour développer nos quartiers, et surtout, ça s'inscrit beaucoup dans la vision qu'on a de laisser personne derrière et d'avoir une relance à Montréal qui soit très forte, verte et inclusive. Et en parlant de personnes... de ne laisser personne derrière. Notre équipe est très fière ce soir de venir offrir un soutien financier de l'ordre de 3 000 $ au Carrefour communautaire Montrose pour leur magnifique projet de documentaire empreint de nos passages. C'est un projet qui a été réalisé dans le cadre de la Journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées. C'est un documentaire qui a été lancé le 15 juin dernier au cinéma Beaubien, un autre de nos grands partenaires culturels de l'arrondissement. Et au nom de notre maire d'arrondissement et de notre équipe locale, j'ai eu le plaisir d'être présent pour ce lancement-là. Et je souhaite ce soir vraiment saluer la réalisation du projet, un projet que je qualifie des plus humanistes, un documentaire sensible et touchant, grâce aux témoignages vibrants de 4 citoyennes et citoyens de Rosemont-la-Petite-Patrie, que je remercie vraiment du fond du cœur de s'être ouverts de la sorte pour leur incroyable courage. Mme Huguette de Bellefeuille, Mme Louise Bouchard, M. Robert Montreuil et Mme Marie-Jeanne Terrien. Par ce documentaire, ces gens-là ont démontré que la maltraitance envers les personnes aînées, ça n'a pas sa place dans notre société, ni nulle part ailleurs, et qu'elle doit plutôt faire face au respect, à l'écoute, à la bienveillance, mais aussi à la découverte des merveilleux êtres humains que sont les personnes âgées et de la richesse de leur savoir qui demande seulement qu'à être partagé à tout le monde. Alors, les aînés de Rosemont, le message que je vous lance ce soir, c'est « Vous nous tendez la main, il nous revient de la prendre pour que nous puissions marcher ensemble dans les empreintes de vos passages pour continuer à bâtir ensemble un quartier toujours plus inclusif et plus juste pour qu'on n'y laisse personne derrière. » Alors voilà, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Madame Annius. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Salutations à tous et toutes. Aujourd'hui, je vous parle avec mes 2 chapeaux. Mon chapeau, oui, de conseillère de Rosemont-la-Petite-Patrie, mais aussi comme responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal. Alors, nous avons eu une très belle nouvelle le 22 juin dernier. Il y a une collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal qui met de l'avant une initiative qui soutient l'acquisition, les rénovations, la construction d'ateliers d'artistes. On est un arrondissement où les artistes
aiment pouvoir créer et on est très chanceux et très content que la collaboration entre la Société de développement Ingus et le Conseil des métiers d'art ait décidé de se mettre ensemble pour créer ce lieu qui va permettre à peu près une trentaine d'artistes de pouvoir créer. Donc, une des choses que peu de gens réalisent, c'est qu'on se promène dans notre quartier, mais il y a des artistes qui y résident et qui créent depuis des décennies. Donc, une telle initiative soutient profondément le fait que la culture, c'est important. Ça fait partie du quotidien de notre quartier. Puis on est très, très content de pouvoir recevoir cette belle initiative qui débutera en 2024. Alors, je passe la parole à ma collègue, Madame Blanco, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être là. Merci beaucoup, Madame Agneuse. Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Moi, pour finir, je ne vais pas prendre trop longtemps, mais Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, on est à notre dernier conseil avant de prendre une pause estivale. On a rendu quelques semaines de repos. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Je vous le souhaite également. Et moi, je voulais vous inviter, en fait, à consulter les médias sociaux de l'arrondissement parce que nos parcs sont prêts depuis plusieurs semaines, sont propres, sont beaux, sont verts. On a mis des grands efforts pour que ça soit comme ça. Le complexe aquatique est ouvert. La programmation culturelle est riche, diversifiée. Donc, je vous invite à profiter fortement de la programmation culturelle des parcs, que ce soit à l'arrondissement et bien sûr la programmation que la ville-centre offre beaucoup au centre-ville. Ma collègue Erika Alneus peut témoigner aussi. Les festivals sont relancés. Donc, voilà un petit appel, une invitation à profiter de notre arrondissement. Et aussi, des autres arrondissements, des alentours, il y a plein de choses beaux à voir dans notre chère ville. Voilà, je nous souhaite à tous un bon conseil. Merci. On poursuit avec le point 10.04, la période de questions du public. Alors, c'est le moment de la période de questions du public, la raison pour laquelle vous êtes venus ce soir probablement, à moins que ce soit pour nous écouter délibérer. Quelques petits rappels. Premièrement, dans l'ordre, on ne suit pas nécessairement l'ordre d'inscription. On commence par les gens qui ont un transport adapté et ensuite on suit une alternance femmes-hommes. Alors, ça se peut que vous ne soyez pas nécessairement appelés exactement dans l'ordre où vous êtes arrivés. Deuxième chose, vous avez droit à 2 questions. On vous laisse généralement un préambule, on ne vous laisse pas généralement, on vous laisse un préambule de 3 minutes à peu près. On ne tient pas de chronomètre ici, ça fait que si ça s'étire sur 10 minutes, on va peut-être vous dire de conclure, mais on ne chronomètre pas. Donc, vous pouvez poser votre question, faire un préambule, et vous avez droit à une deuxième question de relance après notre première réponse. On vous répond toujours au mieux de nos connaissances, mais nous sommes ici avec nos connaissances, notre bonne volonté, nos appareils, mais ça se peut qu'on n'ait pas toutes les réponses à toutes les questions. Parfois, on va demander à nos directeurs de nous aider et de vous donner une réponse. Ça se peut que la réponse ne soit pas complète. Ça se peut qu'elle ne soit pas tout à fait satisfaisante. Ce n'est pas la fin du monde. On peut rester en contact et se recontacter ensuite. Souvent, la question ce soir est un point de départ, ce n'est pas un point final. Il faut le voir comme le début d'un dialogue. Ça se peut que des fois, la question aussi ne vous plaise pas. Ça arrive, c'est la vie. On continue le dialogue sous d'autres formes, puis on finit souvent par trouver des consensus. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à M. Provençal pour venir poser sa question. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Pierre Provençal. Justement, avec la question marquée avec M. Limoges, les 2 sujets, c'est justement les sortes de bails. Le deuxième sujet, c'est les logements sociaux comme HLM, Coop, ONBL ou SBL. Adaptés, abordables et autres programmes, etc. Là, c'est tout en 2022. Puis le 18 juin, dans le Journal de Montréal, hébergement des aînés. C'est un bail pas comme les autres. Il y a eu aussi, par la suite, la Radio-Canada, la crise du logement au Québec, ils ont perdu le contrôle.
Le 20 juin, encore, le devoir, les logements sociaux cherchent du financement. En plus de ça, dans le Journal de Montréal, le 20 juin, pénurie de logements, plus de 110 000 logis de plus et de toute urgence. Le 21 juin, la presse, des dizaines de locataires craignent d'être forcés de quitter. Le 22 juin, dans les 24 heures, ralentissement, inflation, puis la stagflation avec d'autres détails. Après ça, il y a eu aussi pour le 28 juin, 77 ménages, pas de logement pour juillet. 30 juin, dans le Journal de Québec, la crise du logement, la ministre André Laforêt. Le 30 juin, à 98.5 FM, entre 7h30 et 7h40, la ministre André Laforêt a parlé de logements sociaux. Puis le 1er juillet, la presse, logement cherche des occupants. Qu'est-ce qui arrive? Dans les hébergements pour les sortes de bails, c'est pas spécifique. C'est quoi le coût du loyer? L'électricité, chauffage, c'est combien? L'entretien, c'est combien? Les soins, produits et services, c'est combien? À part avec les taxes municipales, scolaires, provinciales, fédérales, il faudrait savoir et décrire le bail et les détails. Ici, la population n'a pas tous les budgets pour se loger facilement, que ce soit salaire minimum, retraité, BS, APINEP, etc. Ce sont les comités logement qui sont pris à essayer de régler plusieurs des cas et le TAL, le tribunal administratif du logement. Excusez mes bronches. Ici, alors que nous avons nos élus fédéraux, provinciaux, municipaux, comme Boulres, NPD, Nadeau-Dubois, Québec solidaire, Andrés, Fontaine pour le Québec solidaire, le loyer, la mairesse Plante et l'équipe Rosemont-Petite-Patrie. Se rappeler que les deux premiers ministres avant la pandémie avaient dit « On s'en fout de la dette, on investit dans les infrastructures ». On pourrait les faire rappeler de ces promesses budgétaires un an avant la pandémie. Le 30 juin 22... Monsieur Provençal, je vous amènerai à votre question lentement. C'est ça. J'arrive justement pour après. Comme les infrastructures, en général, c'est avec 3 étages. Il faudrait peut-être, vu qu'il y a un manque de territoire, mettre faire comme ça, Masson, 5-6 étages à ça. Et puis là, justement, j'arrive avec des questions. Prévoyez-vous faire pour résoudre tous les problèmes dans votre arrondissement? C'est une vaste question. Je vous inviterai à l'envoyer aussi à notre gouvernement fédéral et à notre gouvernement provincial. Parce que, comme administration, là, depuis plusieurs années, on est la première administration qui acquiert autant de terrain pour du logement social et abordable à Montréal. Avant notre administration, les administrations précédentes vendaient les terrains municipaux. Nous, on en rachète. On en rachète parce qu'on y croit puis on veut développer. Vous l'avez vu, là, vous faites votre revue de presse, M. Provençal. Le problème, c'est pas on fait notre part, c'est qu'on n'a pas les fonds de Québec puis d'Ottawa pour développer. Puis là, ce qui nous manque, c'est les fonds pour construire, puis pour lever de terre les projets. Fait que votre question, elle est pertinente, puis je sens beaucoup d'inquiétude dans votre préambule, puis votre inquiétude, elle est justifiée. Mais vous n'interpellez pas les bonnes personnes. Là, c'est le temps d'interpeller la ministre de la Forêt. Ils sont en élection, ça tombe bien. Ils vont vouloir gagner vos votes. Alors, je pense que c'est le temps de dire au gouvernement du Québec qu'on a besoin de financement pour bâtir des logements sociaux et abordables. Dans ce que j'avais à produire, il avait avancé Québec-Ottawa. Puis là, la deuxième question, combien de millions pour trouver les solutions et à la fois les dérogations des étages à cause d'un manque de terrain, sans que ça devienne haut à 20-30 étages comme Ville-Marie? Mais ça tombe bien parce qu'on tombe dans les consultations à la Ville pour le nouveau plan d'urbanisme. Alors, si vous avez des suggestions à faire, il va y avoir des consultations publiques dans les mois qui viennent parce qu'on est en train, à l'Hôtel de Ville, de construire le nouveau plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Et ça sera vraiment la bonne occasion pour dire qu'est-ce que vous souhaitez comme densification dans les quartiers centraux. Ça va être une opportunité extraordinaire. D'accord, je vous remercie à tous et toutes. Bonnes vacances. Bonnes vacances à vous, M. Provençal. J'appellerai maintenant Mme Bray.
Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, j'essaie de faire du pouce sur une demande par rapport à notre boulevard Saint-Joseph. Donc, devant ma maison, ça vibre assez intensément à cause des autobus et des camions et de plus en plus de VUS qui circulent à plus que 50 km/h, alors que c'est une zone de 30 et 40. Donc, en fait, on a fait la demande au 311. On nous a dit qu'on refait la rue de pavé dans la saison 2023-2024. Par contre, ça s'empire depuis longtemps, puis on fait des démarches depuis 2020 pour faire cette demande. Et on comprend s'il y a d'autres rues qui ont les mêmes problèmes et qui sont en priorité. Mais au moins, si on ne peut pas refaire la chaussée qui est très, très brisée et qui est faite comme des dos d'âne, mais que personne ne voit, on pourrait apaiser la circulation. Donc, moi, je suis sur Saint-Joseph entre la 18e et Bourbonnière. Et de Saint-Michel jusqu'à P9, ça peut très rapidement accélérer parce que les lumières tournent vertes tout en même temps. Donc, voilà. Notre demande, c'est soit apaisement de la circulation, ça va beaucoup aider avec les vibrations, sinon refaire la chaussée plus rapidement. Vous êtes comme ça parce que je ne fais pas la demande à la bonne place ou... Parce que c'est le réseau artériel, effectivement. Ouais. Mais si vous nous transmettez, en fait, ce qu'on va faire, c'est pour vous éviter de vous déplacer aussi à l'hôtel de ville. Là, si vous voulez nous faire la demande par écrit, vous avez fait le 3-1, mais si vous voulez m'envoyer un courriel avec un petit état de situation, on va l'envoyer avec Mme Olivier, qui n'est pas là ce soir. Puis d'ailleurs, j'en profite pour excuser son absence. Je ne l'avais pas fait encore. Mais Mme Olivier était en mission en Côte d'Ivoire. Et vous connaissez la situation des aéroports en ce moment. Elle pensait revenir à temps pour le conseil et ses vols ont été déplacés, décalés. Et peut-être un jour reverra-t-elle ses bagages. Alors, elle vous prie de l'excuser. Mais si vous m'écrivez en copie conforme à Mme Olivier, on va transmettre à Mme Mauserol, notre collègue, qui est responsable du transport au comité exécutif de la Ville de Montréal, parce que le boulevard Saint-Joseph, c'est une artère qui est déterminée par le central. Alors, on pourra faire le suivi, puis on vous reviendra avec la réponse qu'on aura. On vous transmettra la réponse qu'on aura reçue, puis on pourra se reparler, puis voir comment faire avancer votre dossier le mieux possible. Parce que oui, on aime ça, l'apaisement de la circulation, on en ferait partout, partout. Donc, le courriel, je le trouve en ligne? Ou... Vous allez voir M. Haman, qui est là, qui est notre directeur de cabinet, okay. Puis il va vous donner nos coordonnées, okay. Puis on va vous répondre vraiment d'ici 48 heures. Okay. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, on me dit que M. Martel, voulez-vous ajouter quelque chose? Non? OK. Ma collègue me disait que vous aviez un point d'interrogation dans le regard. J'appellerai ensuite M. Arsenault. Oui, bonjour. Bon, ma question, normalement, s'adresserait à la présidente du comité exécutif, mais étant donné qu'elle est absente, ça deviendrait le maire d'arrondissement ou mon conseiller... à qui vous voulez, M. Arsenault? Bon, c'est concernant l'ARTM, l'autorité des marchés. Pas des marchés, mais du transport métropolitain. Oui. Bon, qui a été constitué en vertu d'une loi provinciale, bon, pour tarifer un peu les différents tarifs métro, autobus, REM, train, sur le territoire de Montréal, ainsi que banlieue, Laval, Longueuil. Bon, je me suis aperçu avec mon compte de taxes de 2022 qu'il y avait une contribution à l'ARTM, OK? Ainsi que une taxe sur l'ancienne ville, taxe relative aux dettes de l'ancienne ville. Quelle est cette ancienne ville? C'est l'ancienne ville de Montréal qui, avant d'être fusionnée, qui avait une dette qui a été oubliée. Et il y a eu une taxe. Normalement, les taxes municipales doivent servir à payer tous les frais, incluant s'il y a des emprunts pour payer ces dettes-là. Ça fait que, pour illustrer la chose, bon, mettons que vous avez une évaluation de 500 000 $. Dans ce 500 000 $-là, il y a 5 100 $. OK. Bon, c'est sûr que le coût est à 0,0023, bon, qui donne 11,50 $ pour la contribution.
Et pour la taxe relative aux dettes de l'ancienne ville, la même chose, il y a 5 100 dans 500 000 qui arrive à 140 et 50. Ça fait augmenter le compte de taxes, pas juste le mien, mais de tous les citoyens de la ville de Montréal, autant les autres arrondissements. Il y avait aussi le transport en commun. Sur nos immatriculations, on a 75 qui servent pour le transport en commun. En plus de ça, il y a 5 sous le litre qu'on paye à Montréal pour le transport en commun. Fait que ça vient faire une taxe que la Société d'assurance automobile perçoit par l'immatriculation. Mais ce qui me chicote un peu, c'est que ce 75 $-là est imposé par la Ville de Montréal. Elle aurait pu faire autrement, comprenez-vous? Elle a imposé ça aux payeurs de taxes. Et c'est votre question là-dedans? Je me pose la question. Cette contribution-là, à un moment donné, elle va augmenter. Si les évaluations augmentent automatiquement les 100 $ dans les évaluations, il y en a beaucoup plus. Ça va faire que la contribution va augmenter au fur des années. C'est une nouvelle taxe qui a été installée et qui va rester là. La taxe sur l'immatriculation? Le 75 $, ça fait plusieurs années qu'il est. C'est ça, mais il est sur l'immatriculation, donc il n'est pas sur la valeur de la taxe foncière. Il est 75 $ sur votre immatriculation. Exactement, oui. C'était 30 $. Donc, ce n'est pas lié à la taxe foncière. C'est comme, ça rapporte le transport en commun. C'est comme ma deuxième question. Ouais. C'est une contribution sur l'immatriculation des véhicules de 75 $, qui est facturée au Montréalais. Puis l'iniquité, ce n'est pas qu'on la facture au Montréalais, c'est que les non-Montréalais ne la payent pas. Moi, je serais pour l'étendre à tout le Québec. Ça serait vraiment plus juste, parce qu'effectivement, les gens des couronnes, présentement, ne la payent pas. Il faudrait l'étendre. Est-ce qu'à Longueuil et à Laval, ils la payent, ou à Québec? Je pense qu'à l'intérieur de la CMM, on est en voie d'harmoniser. Puis là, j'ai pas les détails. Quand je vous disais, il y a des causes, je ne pourrais pas vous répondre toutes par cœur ce soir. Là, on arrive direct dessus. Là. Je pourrais vous revenir avec les détails. Mais effectivement, ça remonte à il y a quelques années. Ça a été, je pense que ça remonte à Gérald Tremblay. Bien, c'était sous Ryan. Il y avait 30 $. Après ça, ça a été réinstallé sous Tremblay. C'est ça. Ben, je pourrais vous revenir avec plus de détails. Mais si votre question, c'est est-ce que vous trouvez que c'est trop, moi, je ne pense pas. Il faut financer le transport en commun. Puis il faut trouver des moyens de financer le transport en commun. Puis une des manières les plus équitables, c'est de faire payer. Là, vous voyez, contrairement à une taxe sur la taxe foncière, où c'est toujours sur la taxe foncière qu'on fait payer, celle-là est sur l'immatriculation des véhicules. Donc, on demande aux automobilistes de faire leur part pour le transport collectif, ce qui est une assez bonne idée, si vous voulez mon avis. Si c'est quoi? Si c'est une bonne affaire? Oui, est-ce que c'était ça votre question? Bien, dans le sens que ça augmente les frais que quelqu'un qui a une automobile à Montréal, 75 $, alors que quelqu'un qui est à Saint-Hyacinthe, ne paye pas, lui. Bien alors, moi, je vous invite à écrire à notre gouvernement du Québec qui est en élection pour leur dire d'étendre cette taxe-là à tout le Québec, ce qui serait vraiment plus juste, effectivement. Mais au niveau de la RTM, la STM aurait pu, à ce moment-là, gérer la tarification des titres de transport. Pourquoi? Je veux dire, ce n'est pas la Ville qui a décidé ça, mais le gouvernement de Couillard avait décidé que la RTM s'occuperait du REM, et ainsi de suite. Mais on a exigé une contribution. Est-ce que c'est la RTM qui vous a poussé la Ville à dire on avait une contribution, puis servez-vous du compte de taxes? Comprenez-vous, là? Oui, je pense que la RTM, ça a été vraiment créé par Québec, là. Je pense que ce n'est pas une décision fiscale montréalaise, là. Ça a été créé par Québec, mais vous êtes pris avec ça, là. C'est la vie. Oui. Mais c'est une contribution qui est supplémentaire dans le compte de taxes. C'est une création du gouvernement du Québec. Je vous invite à écrire à votre gouvernement du Québec qui est en élection et qui va sûrement lire votre courrier avec empressement. Oui, mais on aurait pu, nous autres, aller au-delà de ça puis ne pas le faire. La Ville aurait pu dire, on ne le fait pas, on va trouver des sources de financement autrement. Une institution publique ne peut pas être à l'encontre de la loi, M. Arsenault. C'est aussi simple que ça. La Ville de Montréal ne peut pas désobéir civilement. On est une institution juridique. Oui, mais c'est le citoyen qui se trouve être perdant. Là, on n'est plus dans une période de questions. En plus, on est rendu vraiment dans une période de dialogue. Ça fait que je vais vous remercier. Puis, on pourra continuer ça à un autre endroit parce que là, ça devient vraiment plus un échange. Là. En tout cas, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça. Oui. Bien, je sais ce qu'il y a sur le compte de taxes. Là.
Parce que l'arrondissement a tout son moisir dans ça. Bien, c'est le compte de taxes de la Ville de Montréal. Mais, M. Arsenault, on aura d'autres occasions d'en discuter. En tout cas, je vous mets à essayer de voir aller plus loin. Merci. Bien entendu. Madame, j'inviterai maintenant Madame Roy. Bonjour, tout le monde. Juste avant d'aller à ma question, je voulais vous faire une proposition c'est parce que ça fait des années que je ne suis pas venue ici. C'est intéressant en personne. Et ça pourrait être intéressant, les questions qui sont posées dans la salle, parce que les réponses que vous ne savez pas, on ne le saura pas. On n'aura jamais la vérité là-dessus. Quand il y a des réponses, c'est à avoir là, sur certaines questions. Ça serait le fun de les publier dans le bulletin de l'arrondissement. Ça pourrait être un petit varia suite au conseil. Puis, ça donne aussi une implication citoyenne. Qu'est-ce qui se passe? Même des fois, ça peut être des affaires que les gens peuvent être contre ou pour. Ce n'est pas important. C'est juste de le publier, le communiquer. Puis peut-être ça va intéresser les gens à venir plus au conseil municipal. OK. Maintenant, ma question, je vais vous décrire une situation. C'est juste du gros bon sens là, que je veux avoir. Je ne veux pas avoir de réponse politique. Je voudrais juste qu'on y réfléchisse puis peut-être qu'on trouve une solution parce qu'il y a un réel problème. OK? Je vous l'explique. Ce n'est pas contre le rêve, ça n'a pas rapport, je ne parle pas de stationnement, ce n'est pas du tout qu'est-ce qui se passe. Depuis l'implantation du rêve sur la rue Bellechasse, à l'est de P9, il y a des panneaux d'arrêt interdits sur plus de 2 km. Donc, P9 jusqu'à la fin de Châtelain. C'est la seule place à Montréal où ça existe. Ça veut dire aucun véhicule ne peut arrêter ou s'immobiliser juste quelques secondes. Tu sais, tu arrives avec ton char, tu sors les enfants, l'épicerie, les sacs, tout ça, tu les portes à la maison, puis tu cours, puis tu vas te stationner ailleurs. On n'a pas le droit sur Bellechasse parce que c'est simple. La rue, tu as une piste cyclable, une allée pour une voie pour les automobiles, puis une autre piste cyclable. Il n'y a pas de place. Si tu veux t'arrêter, tu es obligé ou d'arrêter sa piste cyclable ou sur la voie où les automobiles circulent. Fait que tu ne peux pas arrêter. Ça fait que la plupart des gens, qu'est-ce qu'on fait? On empiète un petit peu de la piste cyclable, puis on en laisse parce que tu ne veux pas bloquer les cyclistes, puis tu ne veux pas bloquer la rue. Mais je veux dire, tu es obligé à un moment donné. Puis là, je parle d'objets lourds. Pour les livraisons, c'est exactement la même affaire. Légalement, tu n'as pas le droit de te faire livrer un frigo chez nous. Et le problème dans notre secteur, Marie-Victorin, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de ruelles. Si on avait des ruelles, tu te dis pas pire, OK, venez par en arrière ou venez me porter le chauffage ou le frigidaire ou le poêle ou n'importe quoi. Il n'y a pas de ruelles derrière. Fait que c'est qu'est-ce qu'on fait? On est tout le temps en infraction, tout le temps sur le gros nerf pour les infractions. Alors, je continue. Cette problématique-là, on l'a adressée il y a près de 2 ans. Et à l'ancienne administration, on n'a jamais voulu aborder, on ne l'a jamais discuté. Ils ont discuté de stationnement, de toutes sortes d'affaires, mais ce point-là précis, ça n'a jamais été pris au sérieux parce qu'il y a une vraie solution à trouver. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Et c'est le seul endroit à Montréal où pendant 2 km de long, tu ne peux pas arrêter ton véhicule, ne serait-ce que quelques secondes. OK? Il n'y a personne, s'il y a quelqu'un ici, à part ceux qui vivent devant un arrêt d'autobus, c'est comme le même règlement arrêt interdit, mais nous autres, c'est comme si c'était un arrêt d'autobus de 2 km. Fait que quand tu arrives avec les poches de hockey, tu ne peux pas les déposer et aller te stationner après, tu ne peux pas. Puis, tu as beaucoup de triplex, puis il y a beaucoup de blocs appartements à l'est de P9. Écoute, c'est des édifices de 6-7 étages avec plein de logements dedans. Vraiment une problématique. Alors, je vais vous donner du concret. C'est un exemple, parce que j'ai été témoin de ça, c'était chez nous que ça se passait. Mon locataire est déménagé, OK? La semaine passée. Il a reçu une contravention de 173 $ d'un membre de l'escouade de la mobilité, OK? Son camion de déménagement était stationné sur la piste cyclable. J'ai filmé, j'ai les photos. Les gars, les déménageurs, ils couraient. Là. Tu sais, départ du 2e étage, le locataire rentre les matelas dans le camion et tout, et tout, et tout. Il n'y a personne qui mangeait de pizza. Écoute, ça s'est fait, je pense, le déménagement dans 45 minutes. OK? Mais il a reçu le ticket et sur le ticket, c'est inscrit, la description de l'infraction, c'est « Immobiliser sans nécessité un véhicule routier sur une voie de circulation réservée aux bicyclettes ».
Fait que déménager, c'est plus une nécessité. L'employé de la ville a expliqué que maintenant, sur Bellechasse, ça prend un permis pour déménager. Car on ne peut plus arrêter nulle part sans bloquer soit la piste, soit la rue. On n'a pas le choix, il faut que tu en bloques un des deux ou enjamber à moitié un et l'autre. OK? Fait que suite à cet incident, OK, ma question, parce que légalement, tu as les panneaux, c'est arrêt interdit partout, 2 km, pas le droit d'arrêter, 2 secondes. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient, puis qui t'avertit, puis qui dit « Bien, madame, vous n'avez pas le droit », puis tout ça. Puis on a développé des petits trucs pour avoir des étiquettes. On lève le couvert de notre valise, pas qu'ils voient le numéro de notre plaque, pour pas avoir une étiquette. Je veux dire, c'est fou. T'sais, on est des citoyens à part entière, là, je veux dire, c'est impossible. Fait que suite à cet incident, ma question est la suivante. Est-ce que le règlement municipal prévoit des exceptions pour des activités quotidiennes, comme je vous ai expliqué, débarquer l'épicerie, des objets lourds, des personnes âgées, des enfants, le carrosse, tout ça, quand tu arrives en voiture avec tout ça, c'est pas vrai que tu peux aller stationner et amener tout ça à pied, là, ça se fait pas. Tu n'arrives pas avec un frigidaire sur le dos. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les citoyens de la rue Bellechasse ont maintenant besoin d'un permis pour toutes ces activités-là? Est-ce que je vais avoir besoin d'un permis pour faire livrer un frigo? Il y a du monde qui ne veulent même plus venir faire des réparations chez nous parce que c'est trop compliqué. Avez-vous une solution viable à nous proposer? Puis là, ce n'est pas de la chicane que je veux. Imaginez-vous votre quotidien avec ça. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense qu'il y en a des solutions, mais c'est juste du bon vouloir que ça prendrait. Puis c'est pas d'enlever le rêve, Madame Roy, pas de si rien vous ne de voulez ça, pas là. qu'on fasse de politique, Non, on va pas aller dans les hypothèses Allez-y. politiques des deux côtés. Votre question, si vous voulez, on va se contenter de votre réponse, de votre question plus technique. Je vais la transférer à ce moment-là À M. Lafont? À M. Lafont, qui peut la transférer à Mme Désiel s'il le souhaite ou répondre lui-même. Parce que là, votre question était très technique là, sur la question du permis. Sur la question du... Bien, vous avez demandé est-ce que ça prend un permis? Oui, c'est ça. Est-ce que ça prend des permis pour tout? Tu sais, pour faire livrer, on n'a plus le droit de... Les camions chez nous, même la poste, ils se mettent au bout de la rue puis ont des tickets. Tu as l'huile, tu as plein de... Tu sais, l'huile, ils sont obligés, voyons, tu sais, est-ce qu'il faut qu'ils demandent un permis à la ville? Je suis allé voir. Racontez-moi les coûts, peut-être nous l'expliquer. Je comment ça marche. n'ai pas les coûts par cœur, mais au niveau de la réglementation, c'est assez clair. L'arrêt est interdit en tout temps le long de Bellechasse. Si vous voulez entraver une voie cyclable, c'est possible de le faire, mais vous devez effectivement obtenir un permis. Et là, bien, vous allez devoir déposer toutes sortes de pièces informatives au soutien de votre demande et en acquitter les frais qui sont prévus en fonction de la longueur de l'emprise de votre véhicule ou de l'occupation que vous allez faire là, temporairement sur la chaussée. Puis si je fais livrer un frigo? Ça revient à la même réponse, c'est-à-dire dès qu'une entrave, si vous voulez avoir une entrave, dans la piste cyclable, vous devez déposer une demande de permis. Mais dans la piste cyclable ou dans la rue? Madame Roy, premièrement, je vous demande de ne pas faire un dialogue avec l'administration. Puis deuxièmement, vous avez posé une question technique, vous avez la réponse technique. Oui. Si vous voulez des réponses puis des débats, il y a d'autres endroits pour ça. Non, c'est pas un débat, j'aimerais Moi, ça. je vous rappelle qu'il y a des rues perpendiculaires à Bellechasse qui ne sont jamais à moins de 20 mètres, puis que si les commerçants du marché Jean Talon sont capables de se faire livrer des palettes de légumes malgré une piétonisation, il y a un livreur capable de rouler 10 mètres jusqu'à une adresse à partir d'une rue perpendiculaire, là. Mais ça se peut pas, M. Limoges, je vous viendrai voir. Le troc d'huile, il ne se mettra pas sur le coin de la rue l'autre bord. Il n'y a pas d'arrêt chez nous, puis il n'y a pas de ruelle. C'est juste ça que je vous explique. Je suis d'accord avec vous. Cette problématique-là, en plus, elle a été... Êtes-vous capable de réfléchir à ça, puis de voir s'il y a une solution oui, quelque part? La réponse, c'est oui, puis vous le savez, parce qu'il y a un rapport de la Ville qui a été produit l'an passé par M. Caldwell et ses services, dont vous avez pris connaissance. Oui, mais ça n'a pas rapport. Il y a jamais... Personne n'a répondu à cette question-là, je vous le jure. C'est pour ça que je reviens avec ça. Le stationnement, tout ça, je m'en fous. Je veux avoir une réponse, moi, là-dessus, une solution. Parce que c'est ça que les citoyens vivent. Puis on paye toutes nos taxes, là, tout le monde. Puis j'ai un locataire là, qui va arriver, monoparental, qui n'a pas d'argent. Est-ce que je lui dis, bien là, vous allez être obligé de payer 173$ de ticket ou... Madame Roy, vous ne posez plus une question, vous êtes en train de faire un débat. Là. OK, c'est beau. Pour vrai. C'est correct, il y a d'autres endroits. Il y a d'autres endroits pour ça. C'est parfait. Excusez, je m'emporte parce que c'est vraiment impossible à vivre. Alors, je vous remercie. Puis je ne sais pas, est-ce que vous allez nous revenir là-dessus?
Là, je ne viens pas pour le comité de citoyens, je viens pour moi, personnellement. Bien, ça va me faire plaisir de vous reparler, Mme Roy, comme on s'est toujours parlé, puis le dialogue de notre côté a toujours été ouvert. Peut-être, je ne sais pas, tu sais, là, il y a du monde, tu sais, M. Lafont, tu sais, à regarder, voir ça serait quoi les possibilités techniques, sans briser rien, tu sais, mais je veux dire, trouver quelque chose de, tu sais, qui est viable pour le monde. Tu sais, dans le fond, c'est ça ma question. Parce que si les poteaux, ça reste comme ça, on ne pourra jamais rien faire. Tu sais, je veux dire, c'est beau. On va se parler ailleurs. C'est bon. J'inviterai maintenant M. Berger. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ma question est pour le conseil d'arrondissement, mais peut-être en fait c'est Mme Bonenfant qui pourra peut-être y répondre, puisque ça concerne la greffe. Je vais lire mon texte. Je souhaite tout d'abord saluer cette initiative des conseils itinérants, avec cette volonté de rapprocher les responsables que vous êtes avec les citoyens. Dans les prochaines minutes, vous serez amenés à adopter plusieurs résolutions concernant le projet de transformation d'un immeuble situé au 5270 Bellechasse. Et suite à la réception des signatures requises, le greffier, votre département, devra dans les prochains jours décider d'une date pour l'ouverture de 2 registres, d'après ce que j'ai compris, afin de demander la tenue éventuelle d'un scrutin de référendaire. Compte tenu que l'article 535 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités n'oblige en rien le greffier à tenir le registre à la mairie de l'arrondissement, compte tenu que c'est un projet très local, ne concernant que les habitants de quelques zones entourant le 5270 Bellechasse, et compte tenu de votre volonté affichée de vous rapprocher de vos citoyens, comme le prouve encore ce conseil itinérant, je vous propose que la tenue de ce registre se fasse dans le quartier, par exemple dans l'espace communautaire et citoyen de l'Est de Rosemont, qui est au coin de Beaubien et de la 40e, ou tout autre lieu qui vous semblera adéquat. Donc je voulais savoir si c'était une option. Est-ce que vous pouvez prendre un engagement que ce registre soit tenu dans le quartier? Merci beaucoup, M. Berger, pour votre question. Heureux de vous retrouver ce soir. D'abord, effectivement, le processus de demande d'ouverture de registre est présentement terminé. Vous avez évidemment les bonnes informations par rapport à tout ça. Habituellement, les règles sont assez claires au niveau de pour la suite du processus. Ça se fait habituellement dans nos bureaux, là où sont l'ensemble des employés. Je peux peut-être laisser Mme Bonenfant pour pouvoir finaliser la réponse. Tout à fait raison, c'est 45 jours à partir d'aujourd'hui. La tenue de registre, comme M. Greffier vous l'a dit, c'est 2 registres, finalement 4 zones contiguës. Donc, normalement. Une sur 2 autres, Une sur, en tout cas, 4 zones contiguës, 2 registres. Normalement, ça se fait dans les locaux municipaux. Encore une fois, la loi vous l'impose pas. Ma proposition, c'est de le tenir, sachant que c'était très local et qu'évidemment, vous comprenez l'histoire d'aller déplacer jusqu'à Héberville, dans la partie ouest de l'arrondissement, savoir si c'était une option de pouvoir tenir ces registres-là cette journée-là, puisqu'on parle d'une seule journée. Maintenant, puisqu'on est revenu, est-ce qu'elle pourrait être tenue dans le quartier? Effectivement, bien, ce que j'entends, c'est que vous nous faites une suggestion, on la retient. Malheureusement, ce registre-là est déjà ouvert à partir de demain. Ça serait un peu Il est déjà ouvert? Ben, non. Il est déjà. Non, il va s'ouvrir. Il est ouvert juste une journée, donc normalement, vous n'avez pas encore décidé la date, je crois, pour l'ouvrir. Enfin, pour décider. On a 45 jours pour l'ouvrir. On entend votre suggestion, mais je ne peux pas vous répondre là. D'accord. Ben, en tout cas, je vous aimais l'idée que ça pourrait être agréablement considéré par les habitants de l'arrondissement. Merci beaucoup. J'avais une deuxième question, je ne sais pas si je serai rappelé après. Complètement non, distinct. allez-y. Vous voulez la deuxième question? À l'été 2021, le conseil d'arrondissement a adopté la suppression du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie des minima du nombre de cases de stationnement requis lors de la construction de projets d'habitation. Et les responsables du projet de construction d'un immeuble d'habitation de 5270 Bellechasse proposent la réalisation de 17 cases de stationnement souterrain dans ce projet-là. Mais donc rien ne les oblige depuis 2021. Par contre, vous le savez, donc pour plein de raisons, et on ne les reviendra pas, les taux d'occupation sur la rue transversale dans notre arrondissement sont à pleine capacité. Donc il est vraiment essentiel que ces 17 cases de stationnement soient réalisées dans ce projet-là de 27 logements. Sinon, ça va faire une pression indue sur les rues transversales au niveau des stationnements. Le sommaire décisionnel
celle que vous avez devant les yeux, se rapportant à ce projet, déclare assortir l'autorisation de réalisation de ce projet à différentes conditions, l'une d'elles étant, en plus des cases en sous-sol, intégrer des unités de stationnement vélo. Dois-je comprendre que ces conditions imposent donc de fait la réalisation des cases en sous-sol? Et quelles seraient les conséquences pour les responsables du projet si finalement les cases de stationnement n'étaient pas construites? Quels sont les pouvoirs de l'arrondissement à ce sujet? Est-ce qu'on parle d'une simple amende? Parce que le projet nous le présente en disant, pour une acceptabilité sociale, nous le présente en disant on va construire des cases de stationnement, mais rien ne les oblige. Donc est-ce que si dans 1 an et demi, quand ils ont construit, ou même pas 1 an, d'ailleurs, c'est moins que ça, on découvre qu'ils n'ont pas créé les cases de stationnement, donc on a... C'est une... Veux-tu y aller? Je sais, est-ce que vous voulez... Je vous dis, je trouve votre question très hypothétique. Là. Votre question repose beaucoup sur une hypothèse. Et si le promoteur était... vous mentez, en fait. C'est un peu ça que vous... Rien ne l'oblige à faire les cases de stationnement. Parce que je vais laisser mon collègue poser... Le projet de 2021, effectivement, la condition était là, puisque c'était à l'époque, encore une fois, une condition imposée. Donc l'acceptation que vous donniez sur ce projet particulier lui imposait de réaliser éventuellement. Enfin, dans ce cas-là, c'était une dérogation pour le stationnement. Donc là il n'a pas besoin de le faire. Il peut construire... Normalement, d'abord, on va se rappeler aussi un peu l'historique de ce projet-là. Le projet a été revu suite aussi là, à la réaction citoyenne dans ce secteur-là. Donc, le projet a été refait autrement, notamment cet aspect-là au niveau des cases de stationnement. C'était pour venir aussi en réponse à ce qui avait été exprimé sur le plan public de ce côté-là, d'une part, et d'autre part, habituellement, quand il y a une condition, un projet, normalement, la condition doit être respectée là, par le promoteur, normalement. Normalement. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Berger. J'appellerai maintenant Mme Pigeon. Alors, bonsoir. Nathalie Pigeon, je demeure au 6435 boulevard Saint-Michel. J'avais posé ma question sur Internet, là, vous l'avez déjà eu, je vais vous la reposer rapidement. En fait, je viens chercher une piste de solution. Je m'adresse au Conseil pour un problème qui dure depuis tout près de 30 ans. C'est depuis 1998 avec des vagues successives. Nous sommes les voisins immédiats de la salle communautaire située au 3270 Beaubien, qui ont un permis d'exploitation de salle de réception depuis 2002, comme m'avait dit. Toutefois, les réceptions se font à géométrie variable allant du simple mariage au party rave qu'on a pu avoir. Et depuis, on a eu 2 ans d'accalmie imposée par la pandémie. Et depuis la fin des restrictions sanitaires, on a une recrudescence de party. C'est des promoteurs, c'est un DJ. On peut même voir ses publications sur Instagram de cette salle communautaire-là. Donc, vous comprendrez qu'il y a des bruits ambiants. Je suis la voisine et je peux savoir quelle musique qui joue de l'autre côté. En plus de la basse, c'est souvent de la grosse vibration, donc c'est ça qui est beaucoup plus nuisible qu'on entend. Et j'ai des voisins qui m'accompagnent, qui sont 5 maisons plus loin, qui entendent aussi cette vibration-là. Donc, on a déjà fait des représentations antérieurement avec les responsables de la salle. Il y a eu des améliorations. Il semble y avoir une recrudescence ou un laisser-aller de cette place-là. Donc, on vient essayer de voir quelles sont les solutions. On ne veut pas faire fermer la salle. On sait que c'est un centre communautaire. Ils ont besoin d'argent. Ça, on comprend tout ça. Mais il y a une quiétude auquel on n'a plus le droit. Je dois dormir avec les fenêtres fermées, puis malgré ça, mes fenêtres, ils vibrent. Ça fait des bruits. On fait ce qu'on a à faire comme citoyen. On appelle la police à 3 heures du matin. Il y a 2 semaines, on a attendu les agents pour leur montrer, leur faire comprendre qu'est-ce qu'on vivait. Malheureusement, l'agent, mon conjoint était là, il devait arriver, il a baissé sa fenêtre. Je regarde le commandant Martel. Il a baissé sa fenêtre, il était sur le boulevard Saint-Michel. Il a relevé sa fenêtre puis il est parti. Ça a été ça, son intervention. Donc, on l'a vu à quelques reprises. Donc, je veux voir quelles sont les solutions. Il y a souvent, ce qu'on a vu sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui sont là. Donc, je ne sais pas si ça respecte les réglementations au niveau du nombre qui peuvent rentrer.
et on sait qu'ils placardent les portes pour éviter le bruit. Fait que quand on entend les coups de marteau dans les portes de sortie de secours, on le sait qu'on va passer une nuit blanche. Alors, ma demande au Conseil, c'est que pouvons-nous faire, que pouvez-vous faire pour nous aider? Ça fait depuis 1998 qu'on a acheté le triplex à côté, puis on vit ça depuis ce temps-là. Bien, premièrement, j'ai beaucoup de compassion pour ce que vous racontez. Ce n'est pas super le fun. Votre question est complexe parce que il n'y a pas une intervention simple qui est possible dans ce genre de cas-là. Et au niveau des permis, je peux demander à l'administration de vous répondre pour les permis, mais je pense qu'il y a d'autres. Il va falloir qu'on se reparle, là, parce qu'ils peuvent être en règle au niveau des permis, mais là, au niveau du bruit, c'est autre chose. C'est pas simple. Je vais laisser M. Lafont peut-être vous donner un début de réponse, puis je reprendrai. Merci. En fait, dans votre explication, vous donnez certaines réponses. Quand vous nous parlez des protections incendie ou des issues de secours qui sont barricadées, c'est certain à sa face même que c'est pas réglementaire, c'est certainement pas sécuritaire non plus. Donc, vous nous donnez des pistes ce soir là, pour qu'ils nous aident à pouvoir intervenir. Concernant les permis, bien, effectivement, les permis, on peut donner des autorisations d'exploiter un centre ou d'exploiter une activité, mais elle doit par conséquent respecter toutes les autres réglementations concernant le bruit et autres choses. Donc, on va quand même faire des vérifications sur ces aspects-là, sur les permis d'alcool également. C'est arrivé à quelques reprises d'intervenir directement auprès des instances qui réglementent la consommation d'alcool, les avisant là, de récurrence de problèmes et tout ça. Mais au niveau du CIM, vous nous donnez des pistes ce soir, puis on va communiquer avec ces gens-là pour faire les vérifications nécessaires. Parfait. Si vous voulez avoir le site Instagram du promoteur, je pourrais vous le partager. On va aller voir. Ils mettent des belles photos et des beaux vidéos des soirées qui se tiennent là. Mais ce qui est clair, c'est qu'on va se reparler. C'est un dossier à multiples facettes. Parfait. Où c'est rare qu'on peut intervenir juste sur une facette, là. Mais quand on fait un mélange d'intervention sur le bruit, la sécurité incendie, on va se reparler beaucoup plus longuement, puis on va faire un petit comité de travail, un petit conseil de travail pour voir comment on peut intervenir. Mais on va communiquer avec vous préalablement. Je vous ai laissé ma carte, puis ça va me faire plaisir de faire le lien aussi. Je pense que M. Hamann aussi a pris bonne note, puis on pourra vous contacter si ça ne vous dérange pas trop après les vacances, mais on pourra déjà prendre le temps dès le mois d'août. Je peux attendre 3 mois, je serai. Je ne veux pas allonger l'enjeu, mais au retour des vacances, ça fera plaisir de pouvoir vous rencontrer. C'est gentil, merci beaucoup. J'appellerai maintenant M. Miro-Lompré. Bonsoir. Moi, je réside au coin de Rosemont et la 10e avenue. On a un bloc je réside dans un bloc de 24 unités. Madame Alnius est un peu au courant là, de la situation. Depuis l'ouverture du complexe aquatique qui est sur la 9e avenue, entre la 9e et la 8e, ils ont tout changé la réglementation au niveau des stationnements. Donc, c'est maintenant seulement 2 heures maximum le stationnement. Je pense que c'est sur la 8e, je n'ai pas regardé la 7e, mais la 8e, la 9e avenue, toute la rue, 2 heures seulement, et la 10e avenue également. La 10e avenue qui est pourtant pas directement proche du complexe aquatique, là, qui est une rue de l'autre côté. Puis, bon, nous, on est un bloc de 24 unités. Ils ont gardé les extrémités là, juste proche de Rosemont, peut-être de la place pour 5 ou 6 emplacements de stationnement. Sinon, c'est toutes 2 heures maximum. Donc, honnêtement, on n'a juste pas de place de stationnement. Les endroits, la rue Bellechasse, évidemment, avec la piste cyclable, avant, il y avait des places de stationnement. Il y en a qui ont été retirées. Puis, bon, j'ai regardé dernièrement, je me promène là, autour du complexe aquatique dans le jour, le soir, à plusieurs moments dans la journée. Honnêtement, il n'y a pas de personne qui est stationnée là. C'est complètement vide. À la limite, je comprends pour la 8e, la 9e avenue, mais la 10e, je ne vois pas pourquoi que ça a été réservé. Mais j'en déduis que c'est pour ça, parce que le lendemain de l'ouverture, c'est là que les panneaux ont été installés. Mais ça couvre une période, un grand espace.
Si au moins on pouvait avoir la 10e avenue où on peut stationner, ou du moins avoir des vignettes. Mais là, nous, on n'a pas de vignettes, donc on n'a même pas cette option-là. Donc, c'est un peu ça l'enjeu, honnêtement. C'est vraiment problématique. Je considère que c'est urgent, là, on ne peut pas stationner. On a appelé au 311. Je pense qu'il y a 9 personnes aux dernières nouvelles qui avaient fait plainte au 311. Mais voilà, c'est l'enjeu. Vous ne pas? Bien, merci. Effectivement, on a eu la chance de communiquer ensemble. Je vais quand même laisser les services, Monsieur Lafont, vous donner une réponse plus précise par rapport à l'aspect que ça génère certains... Ça devient un générateur de déplacement. Puis je pense que, je veux juste vous dire qu'on vous entend, puis il y a des choses qui pourront, à travers le temps, s'ajuster. Je pense que c'était d'ouvrir, de voir l'enjeu, puis là, on voit qu'il y a quand même des éléments à tenir compte. Donc, on prend bonne note, puis on pourra se garder en contact plus les choses vont avancer à travers, plus ça va avancer. Donc, Monsieur Lafont. On échangeait justement, ma collègue et moi, là, sur votre situation. On va communiquer avec vous, on va aller voir sur place, on va ajuster la signalisation, ça pourrait être du gestoir, ça pourrait être différentes avenues. Là, vous nous suggérez certaines solutions, donc on va les regarder comme il faut, on va vous garder contact avec vous, puis avec Mme Alnius, puis on va vous revenir avec des propositions. Parfait, donc vous avez mes contacts, je crois. Parfait, merci beaucoup. On est au courant, n'hésitez pas, mais je pense que le fait que les équipes vont pouvoir se déplacer, voir exactement. Puis je pense que, il y a une expression qui dit « il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs ». Puis je pense qu'il fallait voir comment les choses se plaçaient. Maintenant qu'on a ce retour-là, on pourra aller voir et voir qu'est-ce qui pourra être ajusté. Non, c'est ça. En tout cas, j'ai été là, puis il n'y a personne sur la 8e, la 9e. Je pense pas que le complexe... Il y a beaucoup de gens qui viennent en vélo, premièrement. Je pense pas que ça nécessite autant de place, mais au moins, si la 10e, on pouvait l'avoir. Ou avoir des vignettes encore là. Mais je vous remercie beaucoup. J'aurais juste, si je peux me permettre, parce que je ne savais pas que M. le commandant allait être présent aujourd'hui. On a eu une situation sur la 10e avenue, encore une fois, depuis des mois. Moi, je n'ai pas été victime de ça, mais plusieurs de mes voisins dans le bloc se sont fait rayer leur voiture. Puis, en fait, il y a une première personne que j'ai vue s'est fait rayer leur voiture. Puis, après ça, j'en ai vu d'autres. Puis là, on a compris que c'était vraiment récurrent. C'est toujours la même inscription qui est écrite sur les voitures. C'est écrit « loser » gravé sur les voitures, puis c'est vraiment tout rayé. Il y a un des voisins qui a eu la présence d'esprit de mettre des caméras de chez lui. Parce qu'en réalité, la 10e avenue, là, si vous connaissez, il y a une école d'un côté, puis il y a une église de l'autre côté. Donc, il n'y a pas vraiment de citoyens qui peuvent surveiller. Il y a déjà eu plusieurs vols dans des voitures, mais la personne a pris des vidéos. Ce qu'il me disait, c'est qu'il n'y a pas vraiment le visage de la personne, mais en tout cas, il a vu la personne faire le rayure une soirée, il l'a suivi jusqu'à chez eux, a porté plainte à la police. Mais là, on s'est fait dire que ça allait prendre jusqu'à 2 mois avant qu'il y ait une action qui soit commise. Donc, j'étais un peu inquiet de voir si au moins on pouvait faire une approche auprès de la personne, on a son adresse, on sait c'est qui, on peut faire une approche avant qu'il en commette d'autres. C'est à peu près 4 ou 5 voitures qui ont été victimes de ça. Donc, c'est juste un commentaire comme ça, je n'attends pas nécessairement... Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour la dernière question de la soirée, j'inviterai M. Malo. Oui, bonsoir. Je serai bref. Ma question s'adresse à Mme Blanco, mais d'entrée de jeu, je voudrais vous dire, le complexe aquatique, c'est génial. Ça fait 4-5 fois que mon épouse et moi le fréquentons. C'est bien, très bien. Je veux en profiter pour féliciter tous les intervenants, politiciens, fonctionnaires. Ça vous a causé des maux de tête, mais c'est un succès. Et en blaguant avec mon épouse, je dis que ça va devenir l'antre de nos vieux jours. Nous y sommes bien.
Alors, Madame Blanco, ma question est reliée. Je suis venu à l'avant-dernier conseil municipal du 2 mai, puis on a échangé depuis. Je vous remercie de votre efficacité parce que vous m'avez répondu rapidement. Sur ce, vous avez demandé à M. Karim Lamara Mohamed, du service des études techniques, de venir voir les installations de support de vélo autour de quartier 54. Il l'a fait 2 fois. Je le remercie. Service remarquable. Il a proposé une solution sur Saint-Hubert qui me semble adéquate. Sur Châteaubriand, c'est un immeuble de 350 appartements où il propose 6 supports à œillères, donc de la place pour 2 vélos, ce qui semble insuffisant. Et en plus, l'installation doit prévoir 2 entrepreneurs parce qu'il faut d'abord couler une dalle de ciment, puis ensuite en fait, les supports eux-mêmes. Alors, vous dites dans votre courriel du 27 juin, en lien avec votre question, après l'implantation de plus de 10 000 supports à vélo, bravo, de type œillère depuis 2017, l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie analyse la possibilité de diversifier le type de support installé afin de répondre aux variations territoriales, etc. Alors, ma question est, est-ce que dans cette analyse-là, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a un comité ad hoc ou consultatif avec des représentants de cyclistes ou d'organisations comme Vélo Québec? Ça, c'est mon premier volet. Et vous continuez dans votre courriel, à l'inverse des supports de type œillère et 4 saisons, nous précisons que les supports saisonniers proposés dans votre lettre, donc des grands supports à vélo, entraînent d'autres défis liés au nettoyage de la chaussée, au coût d'entretien, d'installation de retrait et d'entreposage hivernal. Et à ça, je vous ai signalé qu'installer des supports à œillères suppose, dans notre cas, des coûts substantiels, puisqu'il y a 2 entrepreneurs qui sont impliqués. Et en ce qui a trait à l'entretien, le retrait, on retrouve dans l'arrondissement, à plusieurs intersections, des supports de pied pour les cyclistes. Ils sont retirés l'hiver, ils sont dévissés de la chaussée, ils sont retirés. Et je me pose la question, pourquoi ce n'est pas possible pour des supports à vélo installés dans la rue, puisque c'est possible pour des supports de pied au coin des intersections? Oui, je commence à... Oui, merci beaucoup d'être venu encore une fois. Je vais commencer pour la partie sympathique. Bien, tout a été sympathique, mais merci pour votre commentaire par rapport au complexe aquatique, parce que je pense qu'on est tous et toutes à l'administration, on est bien contents, puis ça fait plaisir d'entendre comment les citoyens et citoyennes profitent de cette merveilleuse installation. On fait notre suivi, comme vous le savez. Des fois, on peut répondre très vite. Des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais on les fait. Et puis, je profite à vous dire que chaque réponse que moi-même ou mes collègues on va faire, c'est clair qu'il y a un échange, il y a un suivi très rigoureux qu'on va faire avec l'administration. Je vais donner quelques éléments de réponse d'ordre général, mais puisque les dossiers étaient déjà aussi pris en charge par l'administration pour les questions plus techniques, je vais me tourner vers eux. Mais vous connaissez, vous le savez, les grands efforts que l'arrondissement fait en termes de mobilité active et donc les besoins que ça vient avec, que c'est justement de pouvoir donner des espaces pour stationner les vélos de façon aussi sécuritaire. C'est de là, et selon les cadres bâtis, qu'il y a différents modèles qu'on va déployer dans les territoires. Et il y a des questions plus techniques qui posent des questions par rapport à l'installation. Les défis, puis on avait échangé à cet égard aussi en courriel, c'est des questions aussi d'entretien, d'installation, parce que toutes ces opérations-là se planifient d'avance, question d'entrepôt, etc. Peut-être, je voulais aussi parce que vous parlez aussi de la place du citoyen pour ces échanges, on est en train de travailler pour la mise en place d'un comité en mobilité. C'est tout embryonnaire. On a une première rencontre. Il va y avoir des suites. Je voulais tout simplement, je pense qu'on pouvait aussi les nommer. Donc, ça va être évolutif. On pourrait échanger éventuellement à cet égard. Mais pour la suite, puisqu'il y a un professionnel aussi déjà, puis merci qui s'est déplacé rapidement, je ne sais pas si aujourd'hui on a d'autres éléments qu'on pourrait ajouter. Sinon, comme d'habitude, je vais faire un suivi ou on va prendre un rendez-vous téléphonique plutôt que des échanges courriels. En
En fait, peut-être sur les supports arceaux là, qui sont situés au coin de rue, peut-être donner certains compléments d'information sur ça. De mémoire, c'est 2017-2018, nous en avions installé un bon nombre sur l'ensemble du territoire. On a pris la décision de les enlever parce que pour deux raisons principalement. Vous avez parlé tantôt, vous avez évoqué les coûts. Les coûts de manipulation et d'entreposage sont quand même assez importants. C'est-à-dire, le calcul qu'on faisait, c'était pour que 4 manipulations, on dépassait maintenant le coût de l'équipement. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on faisait des mouvements d'installer, de désinstaller les frais d'entreposage, 2 fois par année, plus les coûts hivernaux d'entreposage, on dépassait, après 4 manipulations, le coût de l'équipement. Et ce qu'on s'est aperçu également, pour avoir fait certaines vérifications, certains monitorages, notamment sur les artères commerciales, où on avait mis, par exemple, sur Masson, on en avait placé à bon nombre le long des rues transversales. Ce qu'on se faisait dire, pour avoir fait des sondages auprès des populations qui utilisaient ces supports vélos, c'est qu'on se faisait dire que c'était trop loin des commerces et qu'on le voyait manifestement à l'usage, à l'observation, ces supports-là n'étaient pas autant utilisés que ceux sur rue. Donc, on a décidé, ceux sur trottoir plutôt. Donc, on a pris la décision, pour des questions de coût, d'utilisation, de réduire le nombre et de reprendre ces équipements-là qui ont été installés sur des dalles dans des parcs. Et donc, rien n'a été perdu, et c'est pour ça que maintenant, on installe plutôt les doubles arceaux, les poteaux avec double arceau, qui sont très durables, qui sont très solides et qui réduisent notamment tous les coûts au niveau de l'entretien. C'est un choix qu'on a fait tout simplement. Bien, en fait, je pose la question. Les pose-pieds, la question ne s'est pas posée, évidemment, de les enlever, parce qu'il y a des manipulations également à tous les automnes. Alors, pourquoi, pour ce qui m'apparaît moins essentiel qu'une place pour stationner un vélo, c'est juste un pose-pied à une intersection, ça me semble moins essentiel qu'une place pour stationner le vélo. Pourquoi on a gardé les pose-pieds avec des coûts de manipulation qui doivent être certainement importants, alors que la chose essentielle, ça, on l'a oublié. Voilà, je vous invite à réfléchir à ça. Alors, je ne voudrais pas que ma répartie soit aussi sévère que celle qui est formulée par des cyclistes de l'environnement dans Facebook. Là, il y en a une en fin de semaine. La précédente administration de l'arrondissement a osé créer des zones cyclables sur Bellechasse et sur Saint-Zotique. Cela fonctionne. Bravo, et les citoyens ont répondu de façon enthousiaste. Ceci a nécessité un investissement minimal, des marquages dans la rue et des bollards, et du courage politique, évidemment, vis-à-vis certains automobilistes. En s'assoyant au café Les Oubliettes, à 4h, 5h le soir, on constate qu'actuellement, il y a plus de citoyennes et citoyens à vélo qu'en auto. Alors, il faudrait raisonnablement qu'on offre, en termes de surface, plus pour les citoyens et citoyennes à vélo que du côté des automobiles. Il faut conséquemment que la surface occupée donc, soit proportionnelle. Et je demande en fait que vous consolidiez cette infrastructure, Mme Roy le soulignait, en la rendant non seulement praticable pour les livraisons, j'ai bien entendu son message, mais aussi sécuritaire. Si c'est juste des bollards, comme c'est dit dans ce petit livre de M. Van Osteren, pourquoi pas le vélo, que je vous recommande comme lecture d'été. Je voyais tantôt des familles avec des jeunes enfants. Est-ce que les bollards assurent une sécurité à ces gens-là? Je rêverais qu'on aménage la rue Bellechasse en particulier, comme le rêve sur Saint-Denis, avec aux intersections de la protection et qu'on installe des supports à vélo. Aux Oubliettes, là, c'est un café très fréquenté, il y a un support à vélo avec 2 œillères. C'est incompréhensible. Merci pour votre question et votre plaidoyer, M. Malo. Pour répondre là, rapidement, la pérennisation du rêve Bellechasse dans une structure en béton permanente qui aiderait justement à corriger certaines situations, c'était dans notre programme, on y tient. Ce qu'il faut savoir, c'est que le développement du réseau cyclable à Montréal, dès qu'il y a une piste cyclable, c'est artériel.
Il faut donc se le faire autoriser et financer par la Ville-Centre, qui est en train de travailler son plan vélo, qui va être dévoilé cet automne. On lobby très fort pour que la pérennisation du rêve fasse partie du plan à très court terme. Nous, c'est un engagement électoral. Oui, du rêve Bellechasse, absolument. C'est de ça dont on parle. Parce qu'on l'a dit, nous, on ne veut pas que ça reste des bollards et de la peinture. On veut que ça devienne un aménagement permanent de type Saint-Denis. Parce que c'est un grand succès, parce que c'est une infrastructure majeure, parce que ça serait plus facile pour le déneigement. Il y a 1 million de bonnes raisons de le pérenniser. Je l'ai utilisé 3 fois aujourd'hui. Mais ce n'est pas de notre ressort on n'a pas c'est pas nous qui pouvons faire cette transformation-là. Ça doit être dans le plan vélo de la Ville-Centre. On sait que nos collègues à la mobilité sont en train de faire une proposition vélo qui va paraître cet automne. On a très hâte de voir ce qu'ils vont nous annoncer. Puis, si vous voulez nous aider à faire avancer nos projets vélo dans Rosemont, on prend tous les militants qui peuvent nous soutenir parce qu'on veut continuer à développer le réseau de manière... Je ne voudrais pas qu'on utilise le terme militant. Je ne D'accord. m'appelle pas Michel Labrec des années 70. D'accord. Je suis, alors, même si j'ai beaucoup d'admiration pour M. Labrec, mais je dois vous dire qu'effectivement, c'est un moyen de locomotion durable et c'est de plus en plus utilisé par la population. Donc, c'est inéluctable. Mais on est au même diapason. Alors, excusez-moi pour le mot militant, mais nous sommes absolument au même diapason. On est à la même place. On a énormément d'ambition pour le développement et la pérennisation du réseau de Rosemont-la-Petite-Patrie. Puis, aidez-nous à vous aider. Petite question technique pour le responsable de la police qui est ici. Évidemment, comme il n'y a pas de support à vélo, il y a plein de vélos qui ont été attachés à des poteaux de signalisation qui sont là des fois depuis 6 mois, 1 an. J'ai appelé au 311, on m'a référé au SPVM avec un numéro de téléphone 872, etc. On a pris note de l'adresse, mais ce que j'aimerais savoir, ça prend en moyenne, parce que vous avez probablement les chiffres de ça, en moyenne, ça prend combien de temps avant qu'on intervienne pour retirer les vélos? C'est des vélos qui sont là depuis 6 mois, 1 an, qui sont encore utilisables, je pense, par un organisme comme Bicyclette Nord-Sud, par exemple, qui pourrait, en fait, l'envoyer dans des pays en voie de développement. Mais ils sont là, puis si on attend trop longtemps, bien, ils vont devenir inutilisables. Bon, est-ce que vous avez besoin de l'adresse ou... Oui, c'est 5661 avenue de Châteaubriand, devant l'immeuble. De part et d'autre de l'immeuble, il y a des poteaux de... Ah oui? Bon. Ben, merci. Ah bon. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, M. Malo. Merci. Avant de passer aux questions Internet, on m'a signalé un problème d'inscription. Je souhaitais entendre la citoyenne. Oui, absolument. Les poteaux verts. Les poteaux verts. Qui sont tout le long du rêve Bellechasse, les poteaux verts. C'est ça, des bollards. Oui. Merci à vous. Merci bien d'accepter de prendre notre question malgré les petits aléas qu'on a rencontrés. Alors, on représente un comité de citoyens et citoyennes qui avons travaillé de concert avec l'arrondissement, entre autres, avec une école située sur la 9e avenue entre les tronçons Laurier et Saint-Joseph. Donc, c'est donc tout occupé là, par des écoles de la commission scolaire.
Et c'est une artère qui était dangereuse. Souvent, durant les périodes scolaires, les voitures avaient tendance à... Il y a des stops, là, mais il y avait beaucoup de stops à l'américaine qui étaient faits. Et puis, bon, bref, on a décidé, avec des citoyens, de s'impliquer pour, disons, dans une vision un peu de rêve, de créer donc un tronçon de rue là, qui serait transformé en espace vert, en espace collaboratif pour tous les citoyens. Au départ, c'était pour la rendre plus sécuritaire pour les enfants, mais c'est ça, c'est devenu, ça s'est élargi comme perspective. Et donc, c'est un projet qui a été choisi en 2018 comme étant le coup de cœur des citoyens de la démarche Décider Rosemont ensemble. Et puis, depuis ce temps, depuis 3 ans, en fait, l'artère est fermée à certaines périodes, à partir du moment où l'école ferme, et puis peut-être jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et il y a eu également du marquage au sol qui a été effectué, des bancs ont été posés et des blocs de béton pour fermer la rue temporairement. Mais tout ça pour dire qu'on aimerait qu'éventuellement, on puisse réaliser notre rêve de débétoniser un peu et puis c'est ça, arriver à vraiment une 9e avenue verte et accueillante. Et puis, notre question, c'est de savoir quand l'arrondissement prévoit-il de fermer définitivement ce tronçon de rue? Bien, merci pour votre question. On n'a pas de date précise à donner, mais on a la même volonté, là. On a hâte de pouvoir passer à un aménagement plus permanent, une fermeture permanente qui nous permettra d'envisager un aménagement qui sera plus transitoire avec un peu de peinture sur la chaussée, mais qui permettra à la communauté de s'approprier ce bout de rue-là pour en faire autre chose. Fait que j'ai pas, sans avoir de date à vous donner, on a le même souhait dans tous les cas. C'est génial. Alors, on espère que la collaboration va se maintenir. Et puis, on déposera peut-être auprès de la greffière une lettre d'appui des enseignantes. Et on a une pétition de plus de 1000 noms qui s'est perdue durant la pandémie, mais qu'on vous enverra. Bien, on va recevoir ça avec plaisir et ça va vraiment aller dans le sens qu'on veut aller. Alors, je vous invite à déposer vos documents à notre secrétaire d'arrondissement. Juste un complément d'information. Les écoles sont vraiment intéressées, parce que c'est 2 écoles qui sont face à face. La 9e est fermée entre les 2. Ils n'utilisent pas beaucoup cet espace-là, malheureusement, même si on le ferme déjà à partir du printemps, parce que c'est juste une zone de béton avec aucune ombre. Tu sais, il y a du marquage au sol, mais les professeurs aimeraient beaucoup aller pouvoir élargir leur cours d'école, puis faire un groupe qui est dans la 9e fermée, un groupe qui est dans le cours d'école, puis faire un peu d'enseignement à l'extérieur. Fait que, peut-être pas oublier d'impliquer les 2 écoles dans le projet. C'est beau, un projet citoyen, mais c'est important d'impliquer les parties prenantes de la place aussi. Mais ça, c'est évident pour nous parce que c'est pour eux qu'on fait ce projet-là. Là. Oui. Puis, petit commentaire comme ça, si dans vos communications, vous pouvez également faire ressortir qu'à la base, c'est un projet citoyen, on sera aux anges. C'est bien noté. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire, on va passer à la période de questions des gens qui ont envoyé leurs questions par Internet. Oui. Donc, la première intervention nous vient de Mme Mathilde Côté en 2 temps. Premièrement, est-ce que la portion ouest de la piste cyclable qui était prévue sur Saint-Zotique entre Christophe-Colomb et Saint-Urbain verra le jour cet été? Et ensuite, de quelle façon sont-elles allouées les ressources financières pour l'aménagement des parcs? Existe-t-il des critères pour le renouvellement des modules, l'amélioration de l'aménagement paysager selon les meilleures pratiques actuelles? Malheureusement, le parc Saint-Édouard n'a connu aucune amélioration depuis 2002. À quel moment pouvons-nous nous attendre à des changements? Je vais laisser la question à notre administration, M. Lafont. Pour la piste cyclable? C'est pas... Oui. Pour les 2? Oui. OK. Concernant la piste cyclable, ce n'est pas prévu cette année. Donc, on a des réflexions, des échanges.
concernant ce bout de piste cyclable-là. Donc, on doit faire des représentations auprès de nos collaborateurs de Ville-Centre pour tenter d'avoir les autorisations nécessaires pour en faire l'aménagement. La sous-question étant le parc Saint-Édouard, je dois vérifier à nouveau de la réglementation, pas de la réglementation, mais de la planification plutôt, au niveau du programme décennal des investissements, à savoir à quel moment, d'ici les 10 prochaines années, le parc Saint-Édouard y figure. Donc, on pourra vous revenir avec des réponses complémentaires. Pour la piste cyclable, je peux peut-être mentionner que c'est exactement la même. La question est la même. La réponse est de la même nature que la réponse à M. Malo, c'est qu'on va attendre le plan de la Ville-Centre qui va être dévoilé cet automne pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis c'est sûr que c'est pas nous qui décidons. Le réseau cyclable est une prérogative du service de la mobilité à la Ville-Centre. Prochaine question de M. Benjamin Dupont. Je viens vous parler aujourd'hui de mobilité active et de sécurité, plus précisément de la piste multifonctionnelle des Carrières. D'emblée, je vous lève mon chapeau de maintenir ce sentier paisible et bien pratique, malgré votre statut particulier de locataire. Le réseau vert est en totale adéquation avec votre ambitieuse vision vélo. Diplômé du baccalauréat en urbanisme auprès de l'UQAM et résident de l'arrondissement depuis 3 ans, j'emprunte fréquemment la piste des Carrières en tant que cycliste. J'ai personnellement vécu un sévère accident en 2019 à la sortie de la piste, rue Masson, à la suite de la gestion négligente d'un chantier sous la supervision de l'entreprise Michauville. L'incident aurait pu être évité s'il y avait eu davantage de lumière. C'en était trop pour moi. En 2020, j'ai entrepris une démarche d'indemnisation auprès de l'entreprise et surtout, j'ai rédigé un mémoire sur l'accessibilité et la sécurité aux abords de la piste des Carrières, mémoire que vous trouverez en pièce jointe. Je vous invite à consulter une synthèse de mes recommandations en pages 40-41. Une carte en annexe accompagne le tout. Essentiellement, je relève un manque flagrant d'éclairage sur plusieurs sections de la piste des Carrières. Il en va de la sécurité des cyclistes, mais aussi de tous les usagers de cette piste multifonctionnelle, usagers qui vivent assurément un sentiment d'insécurité à la nuit tombée sur cette piste. Dans une perspective d'aménagement inclusif, je vous invite donc à faire l'engagement suivant, ajouter davantage de lampadaires sur des endroits critiques de la piste. Monsieur Lafont? Effectivement, le choix de la piste cyclable, au fait d'éclairer cette piste cyclable-là, est un projet qu'on chérit, tout comme son réaménagement, de façon à le rendre plus périn, à assurer un meilleur drainage, une meilleure cohabitation aussi entre cyclistes et piétons, ou coureurs, en fait. Et donc, mais vous, dans votre préambule, vous ciblez exactement la raison pour laquelle on ne réussit pas à aller faire tous ces aménagements. Nous ne sommes pas propriétaires. Donc, tant ou si longtemps que nous n'aurons pas une entente long terme définitive avec le CP. Donc, pour nous, c'est pour le moment impossible de pouvoir intervenir tant au niveau du financement que nos règles internes pour investir sur un terrain dont nous ne sommes pas propriétaires et pour lequel on prolonge mensuellement, là, actuellement c'est la situation, le bail qui nous gère qui nous régit avec le CP. Donc, on chérit ce projet-là de réhabiliter ce passage-là, ce réseau vert-là, également de le verdir davantage, mais également de le rendre plus sécuritaire via un éclairage adéquat. Mais pour le moment, on n'est pas en mesure de pouvoir le faire, mais ça fait partie de nos projets à long terme. La prochaine question nous venait de Mme Nathalie Pigeon. Elle a déjà été posée. Question suivante, Mme Francine Gélina. Allez-vous donner suite à la demande de poser 1 ou 2 dos d'âne sur la rue de Châteaubriand entre Rosemont et Descarrières? Monsieur Lafont, est-ce qu'on a une réponse concernant cette demande? Je vais laisser ma collègue ici répondre. Oui, alors bonsoir. Malheureusement, ce tronçon n'a pas été retenu dans la priorisation pour cette année. Toutefois, il est inscrit à l'intérieur des tronçons en planification pour l'année prochaine. Donc, on doit analyser, faire toute l'analyse pour s'assurer qu'il est conforme d'aménager des dos d'âne. Donc, nous allons pouvoir donner une réponse plus officielle en septembre 2022, suite à l'analyse de l'ensemble des tronçons sur notre liste. Parfait, merci. Intervention suivante de Mme Ophélie Harlet. Serait-il possible de faire la demande pour réaménager le parc Mozart? J'ai une pétition avec 103 résidents qui ont signé. Merci.
Oui, merci pour la question. Merci aussi pour la mobilisation. On l'a vu, et puis c'est toujours intéressant quand les citoyens et citoyennes se mettent ensemble pour des questions qui vous tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur. Donc, quant au réaménagement des parcs, puis je vais donner peut-être une réponse générale, si l'administration veut compléter, ça va me faire plaisir. C'est clair que sont des réaménagements qui se planifient évidemment d'avance. Il faut recenser les besoins en termes d'équipement dans les espaces verts, dans les parcs, la mise à jour. Et ça va se planifier sur les PDI, c'est qu'on appelle le programme décennal d'investissement. Donc, c'est sur 10 ans. Donc, un des critères, par exemple, à prendre en considération, c'est j'ai toujours de la misère avec ces mots, vous allez m'excuser, la désuétude des équipements. Donc, mais tout ça commence aussi pour des mobilisations, pour des pétitions citoyennes. Donc, je vois notre équipe locale qui prend note. On va prendre contact avec vous. Je ne sais pas même où regarder. Je regarde la caméra. Donc, peut-être qu'on pourrait se rencontrer au retour des vacances pour faire une visite terrain, pour échanger de vive voix et vous entendre plus en détail par rapport à votre mobilisation et les questions qui vous tiennent à cœur concernant ces parcs précis. On fera des suivis avec l'administration. Monsieur Lafont ou Madame Dessiel, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments que vous voulez préciser par rapport à des processus de réaménagement des parcs, ou sinon on pourrait faire les suivis suite à la visite terrain au retour des vacances. Bien, comme vous l'avez mentionné, on investit beaucoup dans nos parcs. On a des parcs qu'on continue de livrer à chaque année. On en a certains qui seront livrés cette année, dont le parc Annie Montgomery. On doit faire des choix. On a 8 840 000 par année. Je pense que votre suggestion est tout à fait intéressante de se déplacer, comme on fait habituellement. On échange avec notre population pour le réaménagement des parcs. Donc, on pourra joindre à l'équipe pour aller faire des vérifications, puis mesurer et peut-être reprogrammer ça dans court terme dans notre programme décennal d'investissement. Merci beaucoup pour les compléments d'information. Donc, notre équipe locale va rentrer en contact avec vous pour pouvoir coordonner cette rencontre, cette visite terrain. Merci beaucoup. Question suivante de M. Patrick Mallette. À la séance du 2 mai, vous aviez mentionné avoir installé des caméras. Comme vous êtes en mesure de constater les problèmes de livraison dans notre ruelle, quand prévoyez-vous intervenir auprès du bar vice-versa? Monsieur Lafont, je ne sais pas si vous voulez laisser Mme Bonenfant répondre à la question. Bonsoir, M. Mallette. Alors, quel bonheur d'avoir une question pour laquelle on a une réponse actuelle. Alors, comme vous savez, le dossier a été pris en charge par notre commissaire au développement économique. Et aujourd'hui, M. Mallette, vous avez rencontré M. Charles Auger, qui est l'agent de liaison responsable du dossier. Et il y a un suivi du dossier demain. Il y a plusieurs actions en cours, 2 visites du terrain. Alors, le dossier est en cours. N'hésitez pas à communiquer avec M. Auger. Dernière question de Mme Jenny Couture. Est-ce possible de restreindre l'accès aux camions sur l'avenue Mont-Royal entre Molson et Saint-Michel en mettant des panneaux de signalisation? Il y a tout plein de camions qui vont au métro ou Provigo qui empruntent cette rue résidentielle au lieu de Saint-Joseph ou Rachel. Oui, merci pour votre question. Effectivement, on a entamé, suite à un engagement qu'on a pris lors de la période électorale, on a confié le mandat pour une grande étude de circulation du secteur Angus, circulation qui va comprendre l'ensemble du secteur, l'ensemble de la circulation automobile et du camionnage. Alors, on va laisser l'étude se faire, puis on va voir ce qui en ressort, et on pourra à ce moment-là, effectivement, avoir un portrait de diagnostic très, très, très précis qui va nous permettre de corriger les irritants en matière de circulation là, dans le secteur Angus. Alors, le dossier est en cours, il chemine bien. Alors, ça, on va pouvoir vous revenir avec plus de détails au fur et à mesure qu'on va avoir des informations et qu'on va avoir le portrait de diagnostic. Les questions sont traitées. Est-ce qu'on poursuit immédiatement avec la lecture des points d'ordre du jour? Allons-y. 20.01, autoriser une dépense additionnelle de 500 000 au contrat 22-19-279 accordé à Ennis Paint Canada ULC afin de garantir la continuité des opérations de marquage routier dans la ville de Montréal.
J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.02, exercer l'option de renouvellement prévue au contrat avec Signal Services Incorporé pour l'acquisition et la livraison de pièces métalliques à dessin pour les activités de signalisation et autoriser une première dépense de 350 000 $ net de taxes. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alnius. C'est adopté. 20.03, ratifier une convention de contribution financière avec l'organisme Carrefour communautaire Montrose Incorporé dans le cadre de l'édition 2022 de l'événement Unis pour le mieux-être des aînés, octroyer une contribution financière maximale de 3 000 $. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 20.04, approuver une convention de contribution financière avec l'organisme Centre communautaire Petite-Côte et ratifier une convention de contribution financière avec l'organisme Les loisirs du Centre Père Marquette Incorporé pour la réalisation de projets dans le cadre de la période de transition 2022 de l'édition 2021-2022 du programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans, octroyer une contribution financière de 10 343 $ et 12 154 $. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.05, approuver une convention de contribution financière avec l'organisme Les loisirs du Centre Père Marquette Incorporé pour la réalisation d'un projet de médiation urbaine en loisirs pour les jeunes 12 à 25 ans au Parc Père Marquette pour la période estivale 2022. Octroyer une contribution financière totale de 13 000 $, toutes taxes incluses le cas échéant. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 20.06, approuver une convention de service avec l'organisme Jour de la Terre pour la phase 3 du défi zéro déchet auprès de commerces dans le domaine de l'alimentation, octroyer un montant d'honoraires pour une somme maximale de 103 950 $. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alnius. C'est adopté. 20.07, approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de syndicat TAC Village une servitude réelle et perpétuelle de passage public à pied et à vélo, le tout sans considération monétaire. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.08, autoriser une dépense totale de 365 874 $ et 39 sous taxes incluses, octroyer un contrat à Pavage des Moulins Incorporé au montant de 317 158 $ et 54 sous taxes incluses pour la réfection de 3 terrains de tennis au parc Jean Duceppe. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 20.09, autoriser une dépense totale de 98 655 $ et 45 sous taxes incluses, accorder un contrat au même montant à Location Sauvageau Incorporé pour la location de 12 camionnettes 4x2 avec cabine d'équipe et boîte allongée pour une durée de 3 mois et demi. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alnius. C'est adopté. 20.10, autoriser une dépense totale de 587 462 $ et 72 sous taxes incluses, octroyer un contrat à Eurovia Québec Construction Incorporée au montant de 381 970 $ et 17 sous taxes incluses pour l'implantation de dos d'âne allongées. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 30.01, prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées, des listes de bons de commande approuvés, des listes de demandes de paiement et des listes des virements de crédit. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 30.02, prendre acte du changement d'imputation budgétaire pour la résolution CA 22-26-0114 relative à l'octroi d'un contrat à Groupe Roxol Incorporé pour la construction de saillies végétalisées drainantes. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alnius. C'est adopté. 30.03, accepter une aide financière de 7 000 $ de sport et loisirs de l'île de Montréal afin de soutenir des activités de prêt d'équipement estival dans 4 parcs pour la saison 2022. Approuver l'entente dans le cadre du programme Parc actif et de sport et loisirs de l'île de Montréal. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 30.04, autoriser une dépense au montant de 64 868 $ et 90 sous taxes incluses pour la rétention des services professionnels pour la réalisation d'une analyse de circulation afin de justifier l'abaissement de la vitesse à 40 km/h sur l'axe Saint-Michel entre le boulevard Saint-Joseph et la limite nord de l'arrondissement. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alnius. C'est adopté. 30.05, approuver le règlement numéro 1 adopté le 29 mars 2022 par le conseil d'administration de la Société de développement commercial de la Plaza Saint-Hubert, modifiant son règlement de régie interne et de procédure d'assemblée.
J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Joséphina Blanco. C'est adopté. 40.01, dicter 6 ordonnances pour la programmation d'événements publics. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 40.02, édicter une ordonnance afin d'aménager une piste cyclable bidirectionnelle sur le côté est de la rue Sagard entre les rues Bélanger et Augier, une chaussée désignée sur la rue Augier entre la rue Sagard et l'avenue Louis-Aymon, une chaussée désignée sur l'avenue Louis-Aymon entre les rues Augier et Saint-Zotique-Est, une chaussée désignée sur l'avenue des Érables entre les rues Saint-Zotique-Est et la rue Augier, et enfin une chaussée désignée sur le côté sud de la rue Augier vers l'est entre l'avenue des Érables et la rue Sagard. Alors, c'est le début du réaménagement du carré Augier. On est très heureux de voir ça prendre forme aussi rapidement et je serai appuyé par la conseillère Alméus. C'est adopté. 40.03, édicter une ordonnance afin de retirer des espaces tarifés situés sur l'axe Saint-André, côté est, entre les rues Jean-Talon et Bélanger, ainsi que dans le terrain de stationnement situé au 6250 rue Saint-André, entre les rues Beaubien et de Bellechasse. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 40.04, adopter un second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie » afin d'adopter des mesures visant la transition écologique, mesures additionnelles. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 40.05, adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie » afin d'assujettir le secteur de la Plaza Saint-Hubert à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alméus. C'est adopté. 40.06, adopter un second projet de résolution autorisant la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel mixte de 49 logements et d'une hauteur de 6 étages, bâtiment situé sur le lot vacant 3 361 797 à l'intersection des rues d'Iberville et Masson. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alméus. C'est adopté. 40.07, adopter une résolution résiduelle autorisant le changement d'usage et la transformation du bâtiment situé au 5270 rue de Bellechasse. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 40.08, adopter une résolution distincte autorisant le changement d'usage et la transformation du bâtiment situé au 5270 rue de Bellechasse, la disposition relative au changement d'usage. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 40.09, adopter une résolution distincte autorisant le changement d'usage et la transformation du bâtiment situé au 5270 rue de Bellechasse pour la disposition relative à la hauteur. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 40.10, autoriser en vertu du règlement sur les dérogations mineures l'aménagement d'un escalier extérieur dans la marge latérale afin de rendre conformes les issues de secours du bâtiment en dérogation à l'article 330 du règlement d'urbanisme pour le bâtiment situé au 5260 boulevard Saint-Michel. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui souhaite s'exprimer à propos de ce dossier? Monsieur le maire. Alors, j'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alméus. C'est adopté. 40.11. Approuver la fermeture et le retrait du domaine public et du registre des rues, ruelles, voies et places publiques, le lot 2 789 822 et une partie du lot 2 789 823 du cadastre du Québec, situé au sud-est de la rue Beaubien-Est, entre la 29e avenue et la 30e avenue. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alméus. C'est adopté. 40.12, accepter le versement d'une somme compensatoire équivalente à 10 de la valeur du site, soit 248 600 $ pour un permis de lotissement visant le lot 2 168 460 du cadastre du Québec. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 40.13, refuser les plans en vertu du titre 8 du règlement d'urbanisme, modification de la façade pour le bâtiment situé au 5206 8e avenue. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alméus. C'est adopté. 40.14, édicter une ordonnance afin d'interdire la circulation des véhicules routiers à 2 accès de la ruelle localisée à l'est du boulevard Saint-Michel entre les rues Beaubien et Saint-Zotique-Est. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alméus. C'est adopté.
Et finalement, 40.15, adopter un premier projet de résolution autorisant une superficie maximale de 350 mètres carrés pour un débit de boissons alcooliques situé au 4051 rue Molson. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller posé. C'est adopté. L'ordre du jour est épuisé à 20h39. Alors, ça conclut l'adoption des points, mais je vais prendre, comme toujours, quelques secondes avant de conclure la séance. Je voudrais, premièrement, remercier toutes les citoyennes et les citoyens qui ont recommencé à se déplacer pour la séance du Conseil depuis qu'on l'a réouvert. Après 2 ans de pandémie, à simplement lire des questions qui étaient envoyées par Internet en Zoom, puis se voir dans des petites fenêtres, puis faire ça dans nos chambres à coucher, reprendre le conseil d'arrondissement de manière plus formelle, vous avoir en face de nous, réentamer un vrai dialogue avec la population. C'est vraiment extraordinaire. On se sent privilégié de pouvoir retisser ces liens-là. Et merci à toutes celles et ceux qui prennent la peine de venir. Nous, on fait l'effort de se rapprocher dans les quartiers. Alors là, on a été dernièrement, on a été à la Maison de la Culture Rosemont, dans le district de Mme Alnéus, on a été à la Bibliothèque Marc-Favreau, dans le district de Mme Blanco, là, on est dans le district de Mme Olivier. J'imagine que bientôt, on ira dans l'Est, dans le district de M. Posé, puis on va continuer de se promener comme ça. Alors nous, on fait l'effort de se rapprocher, mais merci aux gens qui prennent une soirée de leur temps, puis c'est précieux le temps dans nos vies, alors qu'ils prennent le temps comme ça de venir se déplacer pour entamer un dialogue avec nous. Je vais encore une fois remercier l'ensemble de l'administration pour leur extraordinaire travail sur lequel on peut se reposer. Avec quand même cette fois, pas que j'ai un chouchou, mais je pense qu'il y a une équipe qui mérite des félicitations très spéciales. Je voudrais qu'on prenne le temps de féliciter l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur le centre aquatique Rosemont dans l'équipe de Martin Savaria. C'est vraiment un gros dossier, un gros accouchement là, qui vient de se faire. On sait que ça a mobilisé énormément de gens pendant énormément d'années. Je pense que les équipes peuvent être vraiment fières de ce qu'elles ont accompli. Puis on l'a visité, on l'a inauguré. On a entendu des témoignages ce soir de gens qui l'ont déjà adopté. Nous, on a essayé d'y aller en famille le 24 juin. C'était tellement plein. Je pense qu'il ne restait plus assez de millimètres d'eau pour faire tremper un enfant. Là. Ça fait qu'on a rebroussé chemin, mais on va y retourner. Et vraiment, c'est un projet fantastique qui fait, je pense, la fierté de tout un quartier. Alors, merci à vos équipes, M. Savaria. Je vous invite à transmettre nos remerciements et félicitations. Merci, M. Lafont, et bonne soirée à toutes et à toutes. On se revoit après des vacances bien méritées en septembre pour une autre séance, même heure, même poste.